Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et d'ailleurs, je devrais normalement faire l'inverse. Je devrais dire d'abord bonjour à toutes. Alors, tout d'abord, cette vidéo elle va être un petit peu différente parce que vous voyez, je suis sur ce que j'appelle mon cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire mon super ballon qui remplace le siège sur lequel je suis. Ça me permet d'être dans la mobilité pour éviter un petit peu cette sédentarité qui est liée à mon travail. Alors, du coup, ça va bouger un peu. Voilà, ça va faire un petit peu différemment. Et puis, j'ai toujours mon plan devant moi pour essayer de suivre et de ne rien oublier. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet que moi j'appelle un sujet immense, un sujet qui est d'actualité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir dans mon cabinet et à avoir cette pathologie sans le savoir. Évidemment, c'est pas moi qui pose le diagnostic puisque je n'ai pas le droit. Par contre, je vous suggère que on va parler en fait du diabète. Mais il y a une chose essentielle qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Alors, on a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune. Donc, notre système immunitaire se retourne contre nous. Vous connaissez bien Hashimoto, vous connaissez bien la sclérose en plaques. Et là, on va parler du diabète de type 1. Donc, plutôt chez l'enfant, plutôt à diagnostic rapide. Et là, en fait, on ne travaille pas vraiment sur la même chose en naturopathie. On va travailler sur la maladie auto-immune, donc sur l'immunité d'abord. Et puis, bien sûr, qu'on parlera diététique, puisque l'idée, c'est d'éviter d'amener trop de sucre dans l'alimentation. Ensuite, on a le diabète de type 2, le diabète qu'on appelait le diabète gras, qu'on va développer énormément dans cette vidéo. Et puis, on a aussi, et ça, les mamans qui sont derrière, entre guillemets, leur écran le savent peut-être, le diabète gestationnel. Et oui, le fait d'avoir un bébé dans le ventre peut changer les hormones comme la gréline et la leptine. Donc la gréline, c'est j'ai faim, et la leptine, c'est je suis à satiété. Et la grossesse avec les bouleversements hormonaux peut amener à faire du diabète, mais qui restera pendant que vous êtes enceinte. Donc on appelle ça du diabète gestationnel. Évidemment, il y a le prédiabète aussi, il y a la résistance à l'insuline, mais tout ça, ça sera d'autres vidéos parce que c'est à développer énormément justement pour que vous ne tombiez pas, comme on dit, dans le diabète. Et puis surtout, c'est, comme vous l'avez bien compris, des mécanismes différents, donc on ne peut pas tout mélanger. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de celui qui est le plus fréquent. Et le plus fréquent, j'ai envie de dire aussi dans la rapidité à laquelle il arrive, c'est-à-dire qu'avant, on appelait le diabète non insulinodépendant, donc qui ne dépend pas de la sécrétion d'insuline, enfin de la prise d'insuline, pardon. Il arrivait chez, entre guillemets, les gens qui avaient plus de 50 ans, c'est-à-dire les gens qui avaient un peu abusé de la vie, qui étaient un peu en surpoids, etc., etc. On se disait, ouais, c'est normal, ceux-là, ils vont forcément faire du diabète. Aujourd'hui, ça arrive chez des gamins qui ont 20 ans. Et c'est pas du diabète de type 1, c'est bien un diabète de type 2, donc ça veut bien dire que notre hygiène de vie, notre épigénétique va avoir un rôle important pour éviter d'avoir le diabète de type 2, parce que vous allez voir qu'en dehors du fait de vous expliquer comment ça fonctionne, c'est le but toujours de cette chaîne, je vous donnerai bien sûr des trucs et astuces, des choses sur lesquelles il faut aller travailler, je ne vous donnerai pas de plantes. Je ne vous donnerai pas d'oligo-éléments, de choses comme ça, puisque le diabète, c'est vraiment une prise en charge globale qui doit être ultra personnalisée par rapport à vous. Donc, on ne fait pas de la vulgarisation débile de TikTok sur la chaîne YouTube que je gère depuis, je crois, plus de 13 ans maintenant. Alors, le diabète de type 2, on l'appelait autrefois donc le diabète de l'adulte, on l'appelait le diabète gras, et en fait, c'est un terme que je trouve un petit peu brutal, mais d'un point de vue physiologique, pour moi, vous vous souvenez, c'est une passion, la physiologie. On sait que le diabète de type 2, entre guillemets, il arrive absolument jamais du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas du diabète de type 1. On le découvre un peu comme ça, pouf, parce que votre enfant fait des hypoglycémies à répétition, il est pâle, il y a cette histoire de je bois beaucoup, je pisse beaucoup, par exemple, polydipsie, polyurie qu'on appelle. Là, l'idée, c'est le diabète de type 2, la physiologie qu'on va voir ensemble, c'est parce que c'est quelque chose qui va s'installer ultra progressivement. Et c'est là où on se dit que, en général, on a besoin entre 10 et 15 ans pour installer un diabète de type 2.
Et quand on sait qu'aujourd'hui, on a, entre guillemets, des gamins qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont en diabète de type 2, ça veut dire que ça fait déjà 15 ans, donc depuis leur puberté, qu'ils ont des problèmes d'hygiène de vie par rapport à ce diabète s'il s'installe aussitôt. Alors, on rentre dans le diabète avec des signes qu'on va pouvoir reconnaître plutôt facilement. La fatigue après le repas. Okay. Prend trop d'énergie pour faire notre digestion. Alors ça peut être plein de choses, la fatigue après le repas, ça peut être la thyroïde, ça peut être les manques d'enzymes digestives, etc., etc. En tout cas, si ça vous arrive après chaque repas, ça peut être une gestion de l'insuline qui est mal faite. Ensuite, on va avoir ces fringales de sucre. Alors les fringales de sucre, c'est pareil, ça peut être lié au fait que vous manquez un petit peu de sérotonine ou de dopamine, mais c'est aussi et surtout lié au fait qu'il y a une gestion de l'insuline qui n'est pas bonne. Ensuite, on a cette prise de poids au niveau abdominal. Et ça, vous allez voir, c'est un cercle vicieux. On va comprendre ensemble pourquoi c'est un cercle vicieux. On a ce fameux brouillard mental. Brouillard mental, pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a des parties de notre cerveau qui ne sont pas insulinodépendantes. Ça veut donc dire que lorsque vous êtes en hyperglycémie, certaines parties du cerveau ne vont pas avoir l'insuline pour éteindre cette hyperglycémie et donc votre cerveau va baigner dans trop de sucre. Et quand il baigne dans trop de sucre, effectivement, ça donne ce brouillard un petit peu mental. Et puis, c'est comme ça souvent qu'on le découvre, c'est ces fameuses hypoglycémies fonctionnelles, réactionnelles, même comme on disait entre guillemets en anesthésie. Ça, c'est le début d'un dérèglement métabolique. Métabolisme. Le métabolisme, vous vous souvenez, c'est anabolisme, catabolisme. C'est-à-dire, je prends, je découpe, je digère et je m'en sers pour faire autre chose. Ça, c'est le métabolisme. On parle de maladies de civilisation, on parle de maladies métaboliques. Le diabète, c'est une maladie métabolique. Notamment, il y a pas mal de liens que je développerai la prochaine fois avec le cholestérol et les triglycérides. Pour l'instant, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur cette vidéo qui, à mon avis, va bien dépasser le temps. Alors, on va voir comment le diabète s'installe. On va voir pourquoi il explose aujourd'hui, pourquoi il explose de plus en plus jeune. On va voir un peu, évidemment, la science derrière tout ça. On va voir les complications et puis naturellement comment je peux vous accompagner sans vous faire de la phyto et des choses comme ça. Alors, le diabète 1, le diabète de type 2, premier chapitre, voilà, on va essayer d'être clair sinon on va tout se mélanger, c'est un problème de gestion de l'énergie. En gros, pour comprendre le diabète, il faut comprendre le rôle de l'insuline. Le glucose que vous mangez et qui se trouve dans tout ce qu'on mange, puisque dans tous les aliments, il y a de l'hydrate de carbone, il y a du glucose, le glucose qu'on appelle aussi un sucre, mais il y a plein de familles de sucres, c'est un sucre simple, c'est le sucre qui va rentrer dans notre cellule de manière simple et qui va être le carburant de notre cellule, des fameuses petites mitochondries dont on parle souvent. Sauf que le glucose, pour pouvoir rentrer dans la cellule, il va avoir besoin d'une clé. Il va avoir besoin de quelqu'un qui lui ouvre la porte de la cellule et ce quelqu'un, c'est la fameuse insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par une glande endocrine qu'on appelle le pancréas, notamment par certaines cellules qu'on appelle les îlots de Langerhans, le nom du monsieur qui a découvert, entre guillemets, ces cellules et leurs sécrétions. Donc, l'idée de l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, c'est de pouvoir faire rentrer le glucose dans la cellule afin de nous donner de l'énergie. Et là, déjà, on fait le lien, en fait. Dans le diabète de type 2, le problème, il commence quand les cellules vont devenir progressivement de moins en moins sensibles à l'insuline, ou on peut dire de plus en plus résistantes à l'insuline. En fait, au début, votre corps va compenser. Vous vous souvenez que c'est une machine qui est juste incroyable, une machine qui fera toujours tout pour que vous restiez en équilibre, pour que vous restiez en homéostasie, comme on dit. Donc, au début, la compensation, elle se fait comment ? Eh bien, votre pancréas va de plus en plus produire de l'insuline. Et ça, il peut le faire pendant de très longues années. Tout ça pour que votre glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, reste normal. Ça paraît simple comme ça, sauf que ça vous fait forcer sur le corps. Ça fait un système qui, de manière silencieuse, est en train de antagoniser votre hygiène de vie, le fonctionnement de vos corps, pour que vous restiez en équilibre. Alors pourquoi à l'époque
On appelait ça le diabète gras, entre guillemets, le diabète des seniors. Tout simplement parce qu'il y a un lien ultra fort entre la graisse viscérale que vous avez au-dessus de tous vos viscères, c'est-à-dire les intestins, le foie, etc., etc. Il y a aussi un rôle important avec l'inflammation chronique. Donc l'inflammation, vous savez que je vous en parle toujours. Pour moi, c'est le lit de la pathologie, l'inflammation. Et puis, il y a la résistance à l'insuline. Bien sûr, on en parlera dans une autre vidéo de cette résistance à l'insuline. Alors, il faut casser pour moi une idée reçue. La graisse, c'est absolument pas un stockage passif. C'est aujourd'hui un organe endocrinien comme tous les autres organes endocriniens que vous avez dans votre corps. Il va fabriquer cet organe des cytokines. Donc, vous vous souvenez, c'est la manière de communiquer du système immunitaire. Donc, des cytokines, mais des cytokines qui vont être pro-inflammatoires. Donc, l'inflammation donne du diabète de type 2 et le diabète de type 2 donne de l'inflammation. Va nous donner aussi des molécules de signalisation, donc tout ce qui est interleukine, etc., etc., mais surtout beaucoup de médiateurs pro-inflammatoires. Et lorsque vous allez avoir cette graisse abdominale qui va devenir ce qu'on appelle excessif, donc normalement un tour de taille donc au niveau du nombril qui est supérieur à 85 cm, 90 chez les hommes, et bien cette graisse viscérale qui est autour des organes, elle va entretenir un état d'inflammation, un état inflammatoire chronique de background, parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément de signe. Et cette inflammation, en fait, là où elle est gênante, c'est qu'elle va perturber les récepteurs à l'insuline qui sont sur toutes les membranes de vos cellules. Donc en gros, vous allez avoir du sucre, vous allez avoir de l'insuline parce que le pancréas va forcer, mais vous êtes dans le brouillard complet, vous ne trouvez pas la serrure pour mettre la clé à l'intérieur. Ça s'appelle l'inflammation. Donc, votre cellule, l'insuline, elle est là, elle est devant votre cellule, elle toque, elle toque, elle toque, elle toque, et il n'y a personne qui vient répondre, parce qu'elle ne toque pas au niveau de la porte, mais au niveau du mur. Donc, nos cellules vont de moins en moins bien répondre, le pancréas va faire de plus en plus d'insuline, et cette hyperinsulinémie, elle peut durer ultra longtemps. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'insuline dans votre bilan sanguin, pour se rendre compte de combien d'insuline vous avez qui traîne au niveau du sang. C'est pour ça que je dis aussi que je vais faire une vidéo complète sur la résistance à l'insuline, parce qu'il va y avoir plein de marqueurs qu'on va aller chercher. Et le but, c'est d'éviter justement de rentrer dans ce diabète. Je vous ai dit, 10 à 15 ans de résistance à l'insuline avant de rentrer dans le diabète. Et là, les chiffres, par contre, des labos ne sont pas très bons, puisqu'ils nous classent diabétiques quand on a une glycémie qui est supérieure à 1,20 ou une hémoglobine glyquée qui est supérieure à 7. L'hémoglobine glyquée, elle est intéressante et elle est plus remboursée maintenant. Il faut avoir des précisions très particulières en fait sur le bilan sanguin pour que ça soit pris en charge par la Sécu. L'hémoglobine glyquée, en fait, ça va être le résumé de au moins 3 mois de votre glycémie. C'est-à-dire qu'en gros, votre glycémie à jeun, elle va dépendre de plein de choses, de ce que vous avez mangé la veille, de est-ce que vous êtes arrivé justement stressé, que ça vous énerve d'être à jeun, etc., etc. Vous allez avoir une glycémie qui va être différente. Et ce n'est absolument pas l'image de votre glycémie habituelle. Donc l'hémoglobine glyquée était très intéressante pour ça, elle se fait de moins en moins, mais surtout lorsqu'on est à 7 d'hémoglobine glyquée, ça fait bien longtemps qu'on est diabétique, et pourtant, c'est pas comme ça qu'on est classé par le monde allopathique. Alors, comment on entre progressivement dans ce diabète dit de type 2 ? Parce que, première étape, on va avoir des pics glycémiques qui vont être répétés. En fait, on a aujourd'hui un mode de vie qu'on dit moderne et qui va favoriser, entre guillemets, les aliments ultra transformés. Ça, vous le savez. Et c'est quoi ultra transformé ? C'est quelque chose que vous n'avez pas fait vous-même, que vous n'avez pas associé vous-même, qui n'était pas, entre guillemets, du brut, du local et de saison. Tout ça, c'est de l'ultra transformé. Je pense à la mayonnaise, au ketchup, par exemple, etc., etc. Mais même une soupe, vous achetez une brique de soupe, et bien tout ça, c'est de l'ultra transformé. Ça contient énormément de sucre de glucose, fructose, etc., etc. C'est peut-être des choses qu'on développera un petit peu plus dans l'autre vidéo, puisque là, on est déjà à 15 minutes. Donc, les produits ultra transformés, bien sûr. Il y a des gens qui ne mangent que ça, des produits ultra transformés. Moi, je le vois dans mon cabinet, je suis juste effarée de me dire, mais vous n'êtes pas capable de vous faire un peu de riz, de découper des légumes le week-end, et puis d'avoir plus qu'à les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Enfin, moi, je trouve ça assez fou, entre guillemets, mais sans jugement. Donc, l'idée, c'est de se dire, il y a les solutions, je vais trouver des solutions. Donc, 1, les produits ultra transformés. 2, évidemment,
Les boissons sucrées, hein. Qu'est-ce que vous êtes fiers quand vous me dites: «Ah, je bois du jus d'orange le matin». OK, c'est vous qui le faites? Non. Alors déjà, c'est pas bien parce que ce que vous buvez, c'est quelque chose qui a été pasteurisé, donc il n'y a plus rien du tout dedans. Mais surtout, lorsqu'on boit une boisson sucrée, que ce soit un jus de pomme, un jus d'orange ou un soda, c'est exactement la même chose. Vous avez le même nombre de sucre à l'intérieur. Donc être fier de boire du jus de fruits, c'est pas une bonne idée non plus. Ensuite, on a le grignotage permanent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la gréline et de la leptine. Lorsqu'on va avoir un taux de sucre qui n'est pas bon, lorsqu'on va grignoter entre les repas, lorsqu'on va toujours avoir cette impression, pas forcément d'avoir faim, mais pour les autres raisons qui vont arriver maintenant, et ben hop, on va se remplir. Et ben le grignotage, c'est une catastrophe justement pour le taux d'insuline et le taux de sucre dans votre sang. Le manque de sommeil, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça aussi. Et puis évidemment le stress chronique et celui qui tue plus que tous les autres S, la fameuse sédentarité. Je vais essayer de vous expliquer tout ça aussi. Donc, à chaque fois que vous êtes dans tous ces items-là, vous allez envoyer des signaux au niveau de votre corps, des signaux qui sont des signaux de stockage. Okay. J'ai entendu encore récemment dans mon cabinet, moi, mais je ne mange pas de sucre. Et en fait, quand j'ai repris les exemples alimentaires qui m'avaient été donnés, j'ai dit, là, il y a du sucre, là, il y a du sucre, là, il y a du sucre, là, il y a du sucre. Quand vous me dites, je mange un yaourt à la fin du repas, le yaourt à la fin du repas, je suis désolée, il y a du lactose dedans. Et quand vous me dites, ah bah oui, mais je mets de ma confiture maison dedans, bah, c'est pas parce qu'elle est maison, votre confiture, qu'elle ne contient pas de sucre. Le fruit, c'est du sucre, c'est du fructose, et d'ailleurs, on va en parler du fructose. Donc, en gros, lorsque vous envoyez, entre guillemets, ce signal à votre corps de stockage, vous allez être dans une insuline qui est ultra stimulée et surtout qui est stimulée très souvent. Donc, une fatigue ultra importante de votre pancréas. N'oublions pas quelque chose, c'est que l'insuline, cette hormone merveilleuse, qui est la clé pour faire rentrer le glucose et pour qu'on ait de l'énergie, elle a, entre guillemets, un défaut, c'est qu'elle fait de la lipogénèse. Donc, elle va créer du gras et elle arrête la lipolyse, donc elle arrête le fait qu'on détruise du gras. Ça, c'est important à entendre, surtout quand on a des difficultés à perdre du poids. Alors, c'est quoi l'hyperinsulinisme chronique, c'est-à-dire l'étape numéro 2 après les pics de glycémie répétés que vous avez mis dans votre vie, peut-être sans le savoir? C'est qu'en fait, votre pancréas, du coup, il travaille de plus en plus, que l'insuline va rester élevée au niveau du taux sanguin, et tout ça, ça va nous donner du stockage ou en abdominal, ok, de la fatigue après le repas, des envies de sucre, et c'est là où on est dans le chien qui se mord la queue, ok, et des hypoglycémies réactionnelles, comme je vous le disais. Donc, lorsque vous me dites en cabinet, je mange du sucre parce que je suis fatiguée, eh bien, vous allez alimenter ce cercle vicieux-là. Il arrive un moment, il faut arrêter. Vous êtes souvent fatigué parce que la gestion de votre glycémie est instable et pas pour le reste. Et ça, c'est quelque chose que moi, je mets en place chez vous tout le temps. L'étape numéro 3, au-dessus, la résistance à l'insuline, celle qu'on développera dans une autre vidéo parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Eh bien, c'est qu'en fait, à force de stimuler de manière permanente vos cellules, eh bien, elles vont être de moins en moins réactives. Un peu, si vous voulez, comme une alarme. Vous avez l'habitude que ce truc sonne en alarme toute la journée, ben, votre cerveau, il a fait le nécessaire pour plus entendre parce que ça vous dérange. Ben là, c'est la même chose, en fait. Votre corps produit de plus en plus d'insuline pour obtenir le même effet qu'à la base, mais vous vous en rendez plus compte parce que le cerveau a dit maintenant ça suffit, j'en peux plus de cette alarme. Et qu'est-ce qui se passe après si on fait rien, si justement notre cerveau là n'est pas notre meilleur ami et a tendance à dire stop à l'alarme, on fait plus attention, et ben on va arriver à l'épuisement. Au bout d'un moment, votre pancréas n'arrivera plus à suivre, votre glycémie va continuer à monter de manière durable et c'est là que le diabète est diagnostiqué. Mais ça fait déjà au moins 15 ans et 4 étapes que je viens de vous donner qui ont fait que vous êtes diabétique. Alors qu'en réalité, le terrain métabolique, il se dégrade depuis des années. Alors, les causes qui favorisent le diabète, il y en a, c'est sûr, on les connaît, le sucre. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que le sucre, justement. Bien sûr que les excès de sucre, ça joue un rôle ultra important. Mais le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que ce que je vous disais, c'est qu'il y a du sucre partout. Il y a énormément de sucre caché. Vous êtes beaucoup dans l'ultra-transformation, où il y a beaucoup de produits sucrés, il y a beaucoup de produits industriels. Ça veut dire que votre corps, il est exposé en permanence, en fait, à des apports de sucre
que vous ne voyez pas vraiment. Et c'est des charges glycémiques qui sont très importantes. Ce sont des sucres, entre guillemets, qui pénètrent très facilement dans votre sang. N'oublions pas l'alcool. J'ai fait déjà, il y a quelques années, plein de vidéos sur l'alcool. L'alcool, si vous voulez, on en parle rarement. Moi, je connais même des femmes qui sont diabétiques et qui boivent de l'alcool. Et là, je me dis, mais c'est... Et qui après vont pas manger un bout de gâteau, alors que dans le bout de gâteau, finalement, avec les fibres et la farine et les fruits, etc., vous avez beaucoup moins de sucre que dans un verre d'alcool. Donc, l'alcool, c'est rarement abordé parce que vous savez qu'en France, l'alcool, c'est plutôt tabou. En attendant, l'alcool, c'est une énorme charge métabolique pour le foie. Beaucoup d'alcools sont extrêmement riches en sucre rapide, mais surtout, le foie, il va gérer de manière prioritaire l'alcool. Et pendant ce temps, on va faire quoi? On va augmenter le stockage graisseux, on va augmenter les perturbations métaboliques, bien sûr, elles vont s'installer et vous allez avoir une glycémie qui est de plus en plus instable, juste parce que vous vous dites, oui, c'est juste un petit verre de vin rosé pendant que je prends, entre guillemets, mon barbecue, etc., etc. Mais vous faites ça tout l'été, en fait. Voire les personnes qui ne peuvent plus se passer de prendre un verre d'alcool à chaque repas. D'ailleurs, ça s'appelle de l'alcoolisme si on regarde la vraie définition. Mais la définition qu'on a, nous, ici, dans notre tête par rapport à l'alcoolisme, c'est le SDF, c'est le mec qui est en train de vomir parce qu'il a trop bu lors d'une fiesta. Mais l'alcoolisme, non. La définition, c'est un verre d'alcool tous les jours. Donc, n'oublions pas l'alcool. N'oublions pas non plus le fructose. Donc, le fructose, c'est le fruit. Alors, c'est pas un sucre simple, c'est un sucre complexe qui est issu du fruit et qui va nous donner le foie gras. C'est un sujet pour moi qui est important, ce fructose. Donc, il est métabolisé automatiquement par le foie. Donc, il faut qu'il passe par le foie. Et à partir du moment où vous allez avoir trop de fructose, alors vous pouvez avoir trop de fructose, évidemment, dans les sodas, dans les jus de fruits, dans les sirops, tout ce fructose industriel, bien sûr. Mais toutes ces personnes qui, parce qu'ils ont vu une naturo un peu mal formée ou parce qu'ils ont écouté sur TikTok ou je ne sais où, des gens qui disaient « mais faites une cure de raisin au mois de septembre, pendant une semaine, vous mangez que du raisin ». Vous imaginez ce que ça donne? Vous pouvez devenir diabétique pour moi en faisant ça. Mais les cures de jus de fruits, c'est la même connerie, ok? Même si c'est vous qui le faites à l'extracteur. Donc, lorsque votre fructose il est métabolisé par le foie, parce que vous en avez dans tout ce que vous avez mis dans votre hygiène de vie, on va fabriquer de la graisse autour du foie, on va lui mettre un petit manteau bien chaud, on va appeler ça la stéatose hépatique, donc un foie gras, et surtout, ça, c'est le signe de l'insulinorésistance. Donc, si vous voulez manger des fruits, c'est ok, mais on mange le fruit, on mastique le fruit avec les fibres, parce que ça ne va pas du tout avoir le même impact que si vous buvez un jus de fruits. D'ailleurs, est-ce que vous mangeriez 5 oranges? Et il vous faut aujourd'hui à peu près 5 oranges pour faire un verre de jus d'orange. Alors, il y a aussi un mécanisme dont je voulais vous parler, qui est très mal connu, que je rencontre pas mal, parce que j'ai pas mal de gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, c'est le mécanisme qu'il y a entre l'insuline et le potassium. Alors, le potassium qui s'écrit K, entre guillemets, sur votre bilan sanguin. Alors, l'insuline, elle agit aussi pour le potassium. En gros, l'insuline, elle va aussi aider le potassium à entrer dans la cellule. Donc, lorsque vous avez une insuline qui fonctionne mal, lorsque vous avez de moins en moins d'insuline parce que votre pancréas est fatigué, ça va naturellement perturber l'homéostasie, l'équilibre cellulaire global. Si votre potassium ne rentre plus dans la cellule parce que vous n'avez plus d'insuline, vous allez avoir du potassium dans le sang. Trop de potassium dans le sang, ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, accessoirement. Et notamment, ça va être très intéressant chez les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires et qui vont prendre, entre guillemets, des diurétiques, qui vont prendre des médicaments type aldostérone, etc., etc. Et le potassium, il est essentiel donc pour le muscle. Et oui, lorsqu'on a des crampes, lorsqu'on est un sportif de haut niveau, par exemple, etc., ça peut être lié au fait qu'on manque de potassium. Donc, le fonctionnement musculaire, il est lié à l'entrée du potassium dans la cellule. C'est important pour le système nerveux, le potassium. Il est aussi important que le magnésium, entre guillemets. Très important donc pour le système cardiaque, comme je viens de vous le dire, et très important pour nous faire de l'énergie. Donc, parce que vous n'avez plus d'insuline, le potassium ne rentre plus dans la cellule alors qu'il est censé être dans la cellule et qu'à l'extérieur de la cellule, on est censé avoir du sel, donc du Na, vous pouvez avoir des problèmes de système nerveux, des problèmes cardio, des problèmes de muscles, des problèmes énergétiques aussi.
Évidemment, il faut qu'on parle du muscle, notre côté scientifique, que vous oubliez, que vous me dites, mais je suis diabétique, pourquoi vous me dites de faire ça? Je vous explique, le muscle, en fait, c'est un des plus grands consommateurs de sucre dans votre corps. Quand vous bougez, le muscle va utiliser le glucose. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait quoi? Alors moi, je bouge là, ok, d'accord, et puis je marche tous les jours, mais la sédentarité va faire qu'on va perdre du muscle, et plus vous allez perdre du muscle, plus vous allez perdre la capacité à gérer votre glucose. C'est une des raisons pour laquelle l'activité physique fait partie intégrale de la prise en charge de la sensibilité à l'insuline. Et puis, mon doudou, mon chouchou, le stress, évidemment, le stress chronique. En fait, à chaque fois que vous êtes en stress, en mode survie, entre guillemets, vous sécrétez une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol va augmenter naturellement votre glycémie, donc votre corps va naturellement fabriquer de l'insuline pour que cette glycémie puisse diminuer parce que vous êtes en mode survie et qu'il faut que ce sucre en fait rentre dans la cellule, que vous ayez de l'énergie pour que le lion ne vous rattrape pas. Donc quand on est sur du court terme, c'est pareil, c'est pas grave, vous buvez un jour un coca, un jour un alcool, etc. C'est pas grave. Par contre, lorsqu'on est en stress chronique, vous allez avoir une glycémie qui va rester élevée de manière chronique, donc vous allez avoir besoin d'insuline de manière chronique et vous allez fatiguer votre foie, puisque c'est lui qui rejette le glucose qu'il a en réserve. Vous allez fatiguer votre pancréas qui fabrique l'insuline. Donc quand on est en urgence permanente, eh ben, on peut devenir diabétique. D'ailleurs, c'est le cas d'une de mes consultantes d'il n'y a pas longtemps. On parle aussi du manque du sommeil, encore un S. Vous voyez, on est dans le sucre, dans le sommeil, dans le stress, dans la sédentarité, on y est complet là. Lorsque vous faites une mauvaise nuit, alors une mauvaise nuit, ça peut arriver au moment de la pleine lune, ça peut en fonction du moment de votre cycle, mesdames, vous pouvez avoir une mauvaise nuit, mais quand on va commencer à avoir un mauvais sommeil plutôt chronique, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir une augmentation de la résistance à l'insuline, on peut avoir des fringales, on peut avoir des envies de sucre parce que, en fait, votre sommeil, c'est un régulateur métabolique majeur. Lorsqu'on ne dort pas bien, lorsqu'on est fatigué, on va avoir besoin d'énergie. Où est-ce qu'on va aller le chercher? Dans les aliments qui ne sont pas forcément bons pour nous. Pourquoi être diabétique, c'est grave pour nous? Le problème du diabète chronique, donc du diabète de type 2, c'est qu'en fait, il va abîmer les vaisseaux, et notamment les petits vaisseaux, ce qu'on appelle la microcirculation. Donc on peut avoir, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention avec le sucre, parce que c'est pas au moment où vous allez faire de la rétinopathie. Donc la rétinopathie, si vous faites de la rétinopathie, vous ne voyez plus rien, vous devenez aveugle, ok? La rétinopathie diabétique, elle arrive parce que la rétine, elle est ultra sensible aux excès de glucose. Parce que justement, là aussi, elle a des cellules qui ne sont pas insulinodépendantes. Et lorsque vous êtes en trop plein de sucre, eh ben, ça baigne comme le cerveau dans le sucre. Ça fait d'ailleurs du caramel. Donc tous les petits vaisseaux vont devenir fragiles. Donc vous allez avoir une vision qui peut être floue. Vous pouvez faire des micro-hémorragies, voire même des atteintes sévères de la vision. En tout cas, la rétinopathie diabétique, c'est une des premières causes qu'on voit. Et c'est souvent là qu'on dit « Ah, mais vous êtes diabétique, c'est vos yeux, c'est le diabète. » Ok. Ensuite, on a la fameuse néphropathie diabétique. Néphro, c'est le rein. Le rein, en fait, il filtre votre sang X litres par minute tout le temps, en permanence, 7 jours sur 7, H24. Et bien, avec le temps, tout l'excès chronique de sucre va abîmer tous les filtres rénaux. En gros, c'est... quand vous filtrez par exemple votre thé, quand vous filtrez, je ne sais pas moi, votre soupe, etc., ben, le filtre, au bout d'un moment, ben, il y a plein de choses dedans, et ben, s'il y a du glucose en permanence, le filtre il va se boucher et les reins ne feront plus leur travail. Ensuite, on a les fameuses neuropathies. Neuropathies, donc ça c'est des problèmes sur les nerfs. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des douleurs, on va retrouver des brûlures, on va retrouver des fourmillements, on va retrouver des pertes de sensibilité. Tout ça, c'est le diabète. Diabète qui est installé. Hein. Il y a évidemment les risques cardiovasculaires, ça je pense que vous l'avez bien compris avec les problèmes de potassium. On a des risques parce qu'on va prendre, entre guillemets, de la masse graisseuse, donc tous les risques tels l'AVC, l'infarctus bien sûr, l'hypertension artérielle, tout ça, ça peut être lié à votre diabète de type 2. Alors,
maintenant qu'on a eu bien peur, qu'on va revoir notre hygiène de vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va agir sur tout ça, ok? Évidemment que le diabète se fait par suivi médical, vous le savez, toujours chez un endocrino au départ, après ça peut être fait par votre médecin traitant. L'idée, ça va être d'accompagner votre terrain comme d'habitude, ok? Donc, on va travailler sur l'hygiène métabolique pour que ce métabolisme, cette homéostasie reste stable. Donc, on va tout faire pour stabiliser la glycémie. Donc, pour ça, on travaille sur les index glycémiques. On va travailler pour avoir des apports de fibres, on va travailler pour avoir assez de protéines, on va travailler sur les rythmes alimentaires. Je vous ai dit, pas de grignotage, etc., etc. On va bien sûr réduire l'inflammation, donc toujours avec une alimentation anti-inflammatoire, toujours avec une gestion de votre sommeil, une gestion du stress, de l'activité physique adaptée. Ça, c'est la base. Mais on va aussi soutenir le foie. Vous avez compris que le foie, il en prend plein la tête, notamment s'il y a de l'apport d'alcool. Le foie, il est au cœur du métabolisme énergétique puisque c'est lui qui va garder ou rejeter dans la circulation du sang vos réserves de sucre. On va tout faire, mais tout faire pour préserver la masse musculaire. Souvenez-vous que celui qui va vous permettre de sortir de la résistance à l'insuline, d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, c'est le muscle. Donc, il va falloir faire de la musculation. Le muscle, c'est votre meilleur allié pour tomber de la résistance à l'insuline, pour sortir du diabète. Vous savez qu'on sort du diabète de type 2. Alors, quand ça fait 20 ans que vous y êtes, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de ralentir les up and down de glycémie. Et puis, on va réduire le stress oxydatif parce que le diabète, ça augmente énormément le stress oxydatif dans la cellule. Vous imaginez bien que si la clé est, entre guillemets, dans de l'eau mal gérée, dans de la bouille, etc., 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 eh ben, elle va rouiller au bout d'un moment. Ben, c'est ça, le stress oxydatif. Donc, on va apporter des micronutriments qui vont être essentiels pour éviter le stress oxydatif. Bien sûr, dans l'alimentation des antioxydants, mais là, il vous faudra aussi passer par la micronutrition. Donc, vous avez vu, au bout de 32 minutes, là, que finalement, le diabète de type 2, c'est pas juste un problème de sucre, c'est ce qu'on appelle une maladie métabolique, et une maladie métabolique qui est complexe, qui s'installe lentement, c'est une maladie silencieuse, et qui va impliquer toujours l'inflammation, toujours les hormones, toujours le foie, le muscle, le sommeil, le stress, l'alimentation, en gros, le mode de vie général. La bonne nouvelle, c'est que le corps, en fait, il a une capacité d'adaptation qui est juste incroyable. Et plus tôt on va agir, mieux on aura de résultats. Ça, c'est la vidéo sur le diabète de type 2. Il y aura certainement une vidéo sur la résistance à l'insuline où on va essayer de développer un petit peu plus l'aide naturo. Mais la base, déjà, si vous pensez avoir tous ces signes-là, si vous avez un doute, rapprochez-vous de votre médecin, faites des examens sanguins, observez-vous, ayez un petit calepin sur vous et dites-vous, bah tiens, effectivement, aujourd'hui j'ai mangé ça à midi, comment j'étais après? Est-ce que j'ai eu le petit coup de barre? Est-ce que depuis que je fais de la musculation, je trouve que ça va mieux? Est-ce que sous les bras, j'ai des taches marron? Est-ce que sous la poitrine, j'ai des taches marron? Est-ce qu'au niveau de tous les plis, j'ai des taches un petit peu marron? Tout ça, c'est des signes de prédiabète aussi, en plus, ok? Le fait que vous ayez du mal, par exemple, à cicatriser, c'est aussi des signes. Souvent, on appelle le pied diabétique. Les infirmiers, vous connaissez bien ça. Ce pied, en fait, qui se fait une toute petite marque, une toute petite cicatrice et qui n'arrive justement pas à cicatriser. C'est souvent comme ça qu'on découvre le diabète par ce qu'on appelle le mal plantaire. Donc, un petit trou qui ne se referme jamais. Ça, c'est très souvent une des raisons ou un des symptômes plutôt qui va dire que vous êtes diabétique. Donc voilà, maintenant vous savez presque tout sur le diabète de type 2. Donc à vous de mettre en place et si jamais vous avez un doute, le cabinet est ouvert. Il y a un petit peu de délai bien sûr, mais comme je dis toujours au téléphone, il n'y a jamais aucune urgence à voir un naturopathe parce que de toute façon, bing, la baguette magique, elle n'existe pas. C'est un travail de terrain et le travail de terrain, ça peut prendre du temps. Comme je le rappelais récemment à une de mes consultante que je suis pour son Parkinson. Le diagnostic a été posé il y a plus de 5 ans. Ça veut donc dire que ça fait plus de 15 ans que le process est en route et que c'est pas, paf, en 3 mois qu'on va enlever Parkinson. Voilà. Ça, vous avez besoin de l'entendre. Il n'y a pas d'urgence à avoir une consultation en naturopathie parce que le travail qui va être fait va être
long, tout aussi long que celui qui vous a fait venir dans la maladie. Et là, sur le diabète de type 2, on est pareil, on est à 10-15 ans avant d'avoir le diagnostic. Allez, toutes et tous à votre hygiène de vie. À bientôt pour une prochaine vidéo.